Le premier exercice concerne la détermination des revenus, l'affectation des revenus et surtout ici les dépenses de consommation et l'épargne. Alors on a un exemple, un premier exercice. On prend un exemple fictif, budget de la famille Amiri pour 2 années. On a le salaire du père, l'impôt sur le revenu disponible, les dépenses de consommation et l'épargne. 2 années et une évolution éventuellement de tous ces éléments-là. Alors, première question vous demande de compléter le tableau du document 1. Alors, pour l'année 2015, il vous est demandé de calculer le revenu disponible et l'épargne. Alors, bien sûr, c'est un exemple simplifié. Le revenu disponible, c'est généralement le salaire brut moins l'impôt. L'impôt est un prélèvement, donc il faut le déduire pour arriver à trouver de manière très simple le revenu disponible. Alors, pour l'année 2015, on a 17 000 dirhams, moins l'impôt 2200. Ça donnera en principe, pour la première année, donc 17 000 moins 2200, ça vous fait un revenu de 14 800. La même chose pour l'année 2016, le revenu est stable, il est le même, 17 000, mais on constate une augmentation de l'impôt sur le revenu, 2 500, ce qui donne un revenu de 14 500. Bien, il vous a demandé aussi de calculer l'épargne. Alors, qu'est-ce que l'épargne? On a vu que l'épargne, c'est la partie de revenu non dépensée immédiatement. Bien, donc, l'épargne, c'est le revenu disponible moins les dépenses de consommation. Alors, toujours pour l'année 2015, on a l'épargne des ménages, revenu disponible 14 800, moins 13 800 qui sont les dépenses de consommation, qui donne une épargne de 1000 dirhams. Alors, la même chose pour 2016, les dépenses de consommation. Donc, une dépense de consommation, c'est une utilisation d'une partie de revenu. Il s'agit donc là du revenu disponible moins l'épargne pour 2016. 14 500 moins 2000, ça fournit 12 500. Alors là, ça a été bien sûr la première question qui concerne à compléter les valeurs qui manquent, à savoir le revenu disponible, les dépenses de consommation ainsi que l'épargne. Alors, deuxième question, on vous a demandé de dégager du document un facteur qui conditionne l'épargne des ménages. Alors, on a vu que l'épargne des ménages est passée de 1000, on a trouvé 1000 ici, à 2000 dirhams. Qu'est-ce qui a permis cette évolution de l'épargne? Bien sûr, là, c'est d'après le document. Alors, le document, il n'y a que des éléments chiffrés. Qu'est-ce qui permet d'augmenter cette épargne qui est passée de 1000 à 2000 dirhams? Alors, les dépenses de consommation sont passées de 13 800 à 12 500. C'est-à-dire qu'on a constaté ici une baisse des dépenses de consommation. Alors, quand on maîtrise ces dépenses de consommation, quand on réduit ces dépenses de consommation, bien sûr, on est amené à réaliser plus d'épargne. Ça, c'était la deuxième question. Alors, la question suivante concerne citer un autre facteur qui peut motiver l'épargne. Qu'est-ce qui peut motiver les ménages à épargner plus? Bien sûr, on a dit déjà on maîtrise les dépenses de consommation afin de réaliser plus d'épargne, mais qu'est-ce qui peut aussi pousser les ménages à épargner? Qu'est-ce qui peut motiver l'épargne des ménages? Alors, les ménages peuvent être motivés à épargner plus pour plusieurs raisons. Parmi ces raisons-là, il y a le taux d'intérêt des banques. Le taux d'intérêt des banques, c'est-à-dire que les banques peuvent inciter les ménages à épargner par un taux créditeur élevé. C'est une incitation supplémentaire à l'épargne. Moi, en tant que ménage, je peux être amené à épargner plus quand je suis rémunéré de manière plus adéquate par les banques. Si les banques arrivent à augmenter leur taux d'intérêt créditeur, c'est-à-dire c'est une rémunération incitative, ça peut être un élément motivant et stimulant à l'épargne. Alors là, c'était le premier document, récapitule, revenu disponible, d'accord? C'est le salaire moins le prélèvement impôt. L'épargne, c'est le revenu moins les dépenses de consommation. Les dépenses de consommation, revenu moins épargne. Deuxième question, qu'est-ce qui a motivé l'épargne des ménages? On maîtrise ses dépenses, on réduit ses dépenses, on peut être amené à épargner plus. On peut aussi être incité par une décision d'épargne suite à un taux créditeur appliqué par les banques. Alors, ça a été le premier exercice.
Deuxième exercice, c'est très simple. Il s'agit d'opérations économiques. On est amené à faire un choix. Une opération économique, les opérations économiques des agents économiques sont nombreuses. On est amené à faire donc un choix. L'élève est amené à déterminer s'il s'agit d'une opération de consommation, d'épargne ou d'investissement. Alors pour la consommation, on a deux types de consommation. Soit c'est une consommation finale. On rappelle que la consommation finale est le fait des ménages et des administrations, mais aussi des institutions sans but lucratif au service des ménages. L'épargne, donc, c'est la part de revenus non consommés immédiatement et l'investissement matériel et immatériel. Je reprends aussi pour la consommation, il s'agit de la consommation finale, mais aussi la consommation intermédiaire. On rappelle que la consommation intermédiaire, c'est le fait des entreprises. C'est on détruit des biens et services qui vont être incorporés dans le produit final ou bien dans le service final destiné à satisfaire les besoins des consommateurs. Alors, les opérations, première opération, séminaire en Allemagne au profit des cadres de la société. Une société qui a décidé de mener une formation de ses cadres. Donc, est-ce que c'est une opération de consommation, d'épargne ou d'investissement? Alors, la formation est une opération d'investissement. Bien sûr, c'est un investissement immatériel. C'est un investissement intellectuel. L'entreprise cherche à développer les connaissances des salariés qui vont être, bien sûr, amenés à améliorer leur travail, améliorer leur productivité. Et c'est pour le moyen et le long terme. Donc, c'est un investissement. Alors, acquisition de scanner par l'hôpital Casa Moulay Youssef. Un scanner, c'est un matériel, d'accord? D'habitude, vous avez vu que le matériel, c'est un bien d'équipement et donc c'est une dépense d'investissement. Mais ça, c'est pour l'entreprise. Pour l'État, pour l'administration, pour un hôpital qui est une administration publique, l'achat d'un scanner est une dépense de consommation finale. À travers l'achat d'un scanner, l'État ne cherche pas la réalisation de bénéfices. Il s'agit tout simplement d'un service gratuit, collectif ou quasi gratuit. Donc, l'acquisition de scanner est une dépense de consommation finale. Cotisation de régime de retraite CIMER par un directeur commercial. D'accord? Vous savez que les salariés, dans le but, bien sûr, d'assurer leur vieillesse, on est amené à cotiser au niveau des organismes de retraite. Alors, au Maroc, le CIMER, d'accord, la CIMER plutôt, la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite, cette cotisation est considérée comme une épargne. On met de côté dans une institution, dans un organisme pour plus tard, à l'âge de la retraite. Alors, acquisition d'une voiture de luxe par la famille Sadoun. L'achat d'une voiture pour une entreprise, c'est un investissement, c'est une immobilisation corporelle. Mais pour un ménage, l'achat d'une voiture, c'est pour satisfaire leurs besoins. Donc, on est dans une consommation finale. Bien sûr, de biens durables, mais c'est une consommation, même si ça va durer éventuellement 20 ans ou plus, toujours l'achat d'une voiture pour un ménage est une dépense de consommation finale. Achat d'actions par la société mécénat. Vous savez que l'action est une fraction de capital. Quand on achète une action, on est amené on veut réaliser des bénéfices, on veut réaliser donc ce qu'on appelle des dividendes, d'accord, des bénéfices sur une part détenue par le ménage ou bien par l'entreprise dans le capital d'une entreprise. Dans notre cas, il s'agit des actions achetées par une société mécénat. Alors l'achat d'actions est un investissement pour une entreprise. Il s'agit bien sûr d'un investissement immatériel. On achète des parts, des fractions dans le capital d'une entreprise. Alors, paiement de factures d'électricité par la société Mabchour. Donc, parmi les dépenses, parmi les éléments que consomme l'entreprise afin de produire des biens et des services, il y a l'énergie, il y a l'électricité. Alors, le paiement de factures d'électricité est une dépense de consommation intermédiaire. Construction de locaux dans le siège de la BNCE Bank. L'entreprise a décidé d'accroître sa capacité, de créer de nouveaux locaux. Alors, la construction de locaux par la BNCE est une opération d'investissement. Bien sûr, comme il s'agit de locaux, c'est matériel. Donc, il s'agit d'un investissement matériel. Alors, formation des enseignants du secteur public. Le ministère a décidé de procéder à une formation des enseignants. Alors, toujours j'ai dit que pour l'État, une dépense qui n'est pas amenée à réaliser des bénéfices, qui n'est pas amenée à produire pour le marché, la production n'est pas marchande, on n'est pas dans l'investissement, on est dans des dépenses de consommation. D'accord? Bref, on récapitule. Vous avez donc là les opérations et les choix qu'on a été amenés à effectuer. Alors, on passe à un troisième exercice, un troisième document. Là, il s'agit d'un texte
D'accord? C'est une variété entre documents, textes, calculs, etc. Vous êtes amené bien sûr à lire plus qu'une fois un texte afin de mieux le réussir. Donc moi je vais procéder à une seule lecture rapide vu les contraintes de temps. La formation du capital technique ou l'investissement suppose une utilisation de 3 grandes fonctions économiques, la consommation, l'épargne et l'investissement. En effet, la formation du capital technique intervient dans le secteur des biens de production. Elle s'exprime sous la forme de biens de production ou investissement. L'investissement n'est pas possible que si les agents économiques acceptent d'y consacrer des ressources et de se priver dans l'immédiat des biens de consommation qui auraient pu être obtenus avec des ressources. Ces ressources disponibles qui se détournent ainsi des biens de consommation sont dites épargnées. Cette abstention de consommation, c'est-à-dire qu'on s'abstient de consommer, on réduit sa consommation. Cette épargne apparaît ainsi comme la condition de l'investissement. Le montant des revenus épargnés n'est pas nécessairement égal à celui investi car une partie des revenus épargnés peut être conservée de manière inactive. Alors là, conservée de manière inactive, c'est-à-dire tout l'argent qui ne va pas être introduit dans le circuit économique sous forme d'investissement, c'est ce qu'on a appelé la thésaurisation. Thésaurisation. Alors première question, pour demander d'expliquer des termes clés, les termes soulignés, consommation, épargne, investissement. Bien sûr, la consommation, c'est quoi? Consommer, c'est utiliser, d'accord, un bien ou un service pour satisfaire un besoin. C'est une destruction. C'est une destruction qui est soit immédiate, soit donc alternée ou bien successive dans le temps. Je consomme un produit alimentaire, il disparaît sur le champ, mais je consomme une voiture, ça va demander plusieurs années. L'épargne, on a dit tout à l'heure que l'épargne, c'est la partie de revenus non dépensée immédiatement. C'est ce qui est mis de côté pour plus tard. C'est pour une utilisation ultérieure. L'investissement, bien sûr, ça diffère d'un agent à l'autre, mais de manière générale, on est intéressé plus ici par le volet économique et donc par l'entreprise. Donc, c'est l'acquisition des biens, d'équipements dans le but de réaliser une rentabilité future. Donc, sur le plan comptable, on parle d'une immobilisation de fonds dont l'entreprise espère à terme réaliser une rentabilité. Alors, donc, consommation au sens économique, l'action d'utiliser ou de détruire immédiatement ou progressivement des biens et services, un yaourt ou encore un ordinateur, dans le but de satisfaire un besoin. L'épargne est la partie de revenus, d'accord, qui n'est pas dépensée. Cette somme d'argent n'est pas détruite immédiatement par une dépense de consommation et peut être conservée pour une utilisation future ou ultérieure. Donc l'investissement, selon le vocabulaire de la comptabilité nationale, l'investissement peut être le fait des différents agents économiques. Pour les entreprises, c'est la valeur des biens durables acquises donc pour être utilisés pendant au moins dans leur processus de production. C'est une notion très bien vue en comptabilité. Alors, préciser le mobile de l'épargne et de l'investissement. Quel est le lien entre l'épargne et l'investissement? Tout simplement, l'épargne est là pour satisfaire, pour financer l'investissement. Le rôle de l'épargne, c'est financer, favoriser le financement de l'investissement. Quelle différence faites-vous entre épargne privée et épargne publique? Alors, l'épargne privée, c'est l'épargne du privé. On parle du privé, c'est tout simplement des ménages, des entreprises. L'épargne privée, c'est l'épargne des agents économiques privés, essentiellement les ménages et les entreprises, qu'elles soient financières ou non financières. Par contre, l'épargne publique, c'est l'épargne de l'administration, c'est l'épargne de l'État. Quand les ressources de l'État, je parle des ressources ordinaires bien sûr, sont supérieures aux dépenses ordinaires de l'État, on est amené à dégager ce qu'on appelle une épargne publique. L'épargne publique, donc ces ressources ordinaires, moins dépenses ordinaires de l'État, c'est une notion que vous allez voir de manière détaillée en deuxième année bac dans le cadre de la politique budgétaire. Pour l'instant, l'épargne de l'État, c'est tout simplement quand les ressources de l'État sont supérieures aux dépenses de l'État. Je parle de ressources ordinaires et de dépenses ordinaires. L'investissement de remplacement et de croissance. Alors, l'investissement de remplacement, vous savez que le matériel acquis par l'entreprise n'est pas durable, il peut être usé avec le temps, il peut être même obsolète. Obsolète, c'est-à-dire dépassé par la technologie. Donc, un matériel usé, un matériel obsolète est amené à être remplacé. Bien sûr, les entreprises veulent maintenir leur compétitivité, leur performance. Elles sont obligées de remplacer un matériel qui est usé. Usé, c'est-à-dire qu'il n'est plus en état de fonctionner, ou tout simplement un matériel qui fonctionne toujours, mais il est dépassé sur le plan technologique. On parle de l'obsolescence.
Par contre, on peut être amené aussi à acheter un bien d'équipement, mais qui est supplémentaire. D'accord? Dans ce cas-là, on veut accroître la capacité de production. Donc, c'est l'investissement de croissance, on appelle aussi l'investissement net. Donc, on investit, on achète des biens d'équipement éventuellement, soit pour remplacer celui qui a été détruit, usé. D'accord? C'est l'investissement de remplacement ou tout simplement pour accroître la capacité de production. C'est un investissement supplémentaire, c'est l'investissement net ou de croissance. Alors, donc, l'investissement privé effectué par tous les agents économiques autres que l'État, il peut être soit réalisé par un résident, je parle des agents économiques, donc résidents, ou encore les étrangers, mais qui sont aussi donc, résidents au Maroc. Pour l'investissement public, on a dit que c'est effectué par l'État, l'administration, mais aussi les autres donc, organes, ce qu'on appelle les administrations donc, qui ne sont pas centrales, les collectivités locales, les entreprises publiques. L'État peut intervenir dans les secteurs à caractère social. L'État investit dans l'infrastructure, dans la réalisation des écoles, des lycées, des hôpitaux et ainsi de suite. Alors l'investissement de remplacement, de renouvellement, on a dit on est amené à renouveler le capital qui est usé ou qui est obsolète. L'investissement de capacité ou net, il s'agit simplement donc d'un enrichissement, d'une augmentation de la capacité de production. Ce sont de nouveaux biens d'équipement qui s'ajoutent aux anciens. Alors là, vous avez donc, on revient sur la notion de revenu. On sait que l'investissement permet de créer l'emploi et donc de distribuer des revenus. Vous avez là des situations, il faut choisir entre revenus primaires ou revenus secondaires. Alors on n'entend pas revenus primaires, ce sont les revenus qui sont issus de la participation à la production. Alors je participe à la production soit en tant que main-d'œuvre, soit en tant que salarié. Mon revenu est un revenu salarial. Soit je participe à la production par la détention d'un capital. J'achète des actions dans une entreprise, donc j'aurai des dividendes. J'ai prêté, j'aurai des intérêts. J'ai loué, j'aurai un loyer, etc. Donc il s'agit de revenus primaires. C'est un revenu lié suite à la participation à la production, par le capital, par le travail. Sinon, on peut être amené aussi à recevoir ce qu'on appelle des revenus secondaires ou bien des transferts. Alors on va mieux comprendre ça à travers ces applications, à travers ces situations. Alors, cadre travailler dans la fonction publique. Cadre qui travaille dans la fonction publique, donc il est amené, bien sûr, on a dit déjà, il travaille, c'est-à-dire que son revenu, c'est un revenu de travail. Alors, il s'agit là, bien sûr, d'un revenu primaire. Et bien sûr, donc on parle généralement de traitement. Quand on parle des fonctionnaires de l'État, on remplace salaire par traitement. Donc, traitement, la contrepartie, bien sûr, de la force du travail, c'est le travail. Donc, c'est un revenu primaire. Là, il faut faire un choix, soit revenu primaire, soit revenu secondaire. Et au niveau du revenu donc, primaire, il faut déterminer la nature du revenu. C'est quoi comme revenu? C'est un revenu salarial. Dans notre cas, c'est un traitement. C'est la contrepartie d'un travail. Gérant dans une entreprise individuelle. Je suis amené à être gérant dans une entreprise individuelle. Bien sûr, en tant que gérant, je suis toujours un salarié de l'entreprise. Je suis toujours un salarié, je suis gérant. Donc, c'est-à-dire que j'offre mes compétences intellectuelles, j'offre mon savoir-faire, mon expérience. Donc, la nature de mon revenu est un revenu de travail, tout simplement. Je suis gérant, je ne suis pas forcément le propriétaire, je ne suis pas forcément le détenteur du capital. Je suis tout simplement chargé de la gestion. Donc, je reste un salarié de l'entreprise, donc c'est un revenu de travail. Bien sûr, donc on parle ici, vous allez voir ça en deuxième année dans le cadre de la GRH, les appellations peuvent être différentes. On peut parler donc des honoraires, hein, d'accord. On peut parler des appointements, on peut parler stock options, c'est des notions que vous allez voir en terminale. Contrepartie, tout simplement, c'est comme j'ai dit, la compétence, le travail. Alors, étudiant à l'université Hassan II, un étudiant, il peut être amené à recevoir un revenu. C'est pas parce qu'il travaille, c'est pas parce qu'il fournit donc un capital, quoi que ce soit. Tout simplement, c'est une contribution de l'État aux dépenses de cet étudiant. Il s'agit donc de ce qu'on appelle un revenu secondaire, un transfert, bien sûr, c'est la bourse. Propriétaire de fonds déposés en banque. Propriétaire, quelqu'un qui a des fonds qui sont déposés en banque. C'est un capital financier placé dans une banque, bien sûr en contrepartie des intérêts. Donc, la nature du revenu, c'est un revenu là de capital. Il s'agit donc d'un revenu de capital. La contrepartie, ce sont les intérêts. Une veuve, une femme qui a perdu son mari et qui continue de percevoir ce qu'on appelle une pension de survivant, d'accord. Bien sûr, c'est un revenu secondaire.
Les héritiers, ceux qui ont hérité, donc ils n'ont pas contribué à la réalisation, ce n'est pas un capital détenu, ce n'est pas un travail, c'est juste donc, une sorte de rente, de richesse qui a été léguée par des personnes de la famille, des héritiers. Donc c'est une répartition secondaire. Indemnité de maladie, quand on est malade et qu'on ne travaille pas, mais bien sûr on va continuer de recevoir ce qu'on appelle une indemnité journalière de maladie qui est généralement versée par les organismes sociaux, donc c'est une répartition secondaire. Alors, quatrième exercice, vous avez là un schéma qui retrace des relations entre différents agents économiques. Les entreprises donnent des salaires, vous avez 1431, revenu brut de la propriété perçu par les ménages, on a dit que les ménages participent à la production par éventuellement un facteur de production autre que le travail, ça peut être, comme j'ai dit, donc des actions achetées, ça peut être des fonds prêtés, placés, etc. Alors, les entreprises versent des impôts et des cotisations sociales à l'administration publique. L'administration publique verse des prestations. Tout à l'heure, on a parlé des indemnités journalières de maladie, c'est une prestation, des allocations familiales et autres. Les ménages sont aussi amenés à verser des prélèvements à l'administration sous forme d'impôts et de cotisations sociales. Alors, on vous demande d'illustrer par deux exemples chacune des notions suivantes. Prélèvement, on a les impôts, la fiscalité et la parafiscalité, telles que l'IS, l'impôt sur les sociétés, l'IR, l'impôt sur le revenu. Les prestations, c'est ce qui est versé par les organismes sociaux aux agents économiques, aux ménages. Indemnité de maladie, allocation familiale, pension de retraite, etc. Les revenus de la propriété, intérêts, loyers. Alors, relevé du schéma, le revenu primaire et le revenu de transfert. Alors, les revenus primaires, il s'agit du salaire brut, il s'agit du revenu brut de la propriété, 1431 et 975. Les revenus secondaires, tout simplement, ce sont les prestations sociales. Quand je reçois des indemnités de maladie, quand je reçois des allocations familiales, on les appelle des prestations sociales. Alors, voilà, on a répondu aux deux questions. En utilisant ces chiffres, figurons dans le schéma, calculer le revenu disponible perçu par le ménage. Alors, là, bien sûr, vous avez les détails concernant les questions aux réponses. Dans le revenu, donc, disponible, il s'agit, comme j'ai dit, de l'ensemble des ressources. Le salaire 1431, le revenu du capital 975, 951 les transferts. Moi, bien sûr, les prélèvements, ça vous donne 2868. D'accord? Un revenu disponible, c'est le salaire, plus les autres ressources de capital, plus les transferts, moins les prélèvements. Bien sûr, on vous dit par la suite dans la dernière question, quelles sont les affectations possibles d'un revenu? Quand j'ai un revenu, comment l'utiliser? Essentiellement, un revenu est destiné à satisfaire ses besoins, donc ce sont les dépenses de consommation. Une partie peut ne pas être consommée, il s'agit de l'épargne. Notre séance prend fin, j'espère que vous en avez tiré profit. Bonne chance, courage.